Merci pour l'invitation qui m'a été faite. Je suis très heureuse de faire partie de ce réseau. Et merci aux organisateurs pour cet accueil extraordinaire polynésien que je connais bien maintenant. Je vais vous présenter un autre point de vue, qui n'est pas le point de vue que vous avez peut-être l'habitude d'avoir. Moi, je suis psychologue, psycholinguiste. Ce sont les enfants et le fonctionnement cognitif et l'engagement des enfants qui m'intéressent, mais je me suis aussi un petit peu orientée vers d'autres aspects plus conatifs. Et cette présentation, c'est le fruit d'un travail de plus de 20 ans avec pas mal de collègues qui sont présents ici. Jacques Vergoudon, il y avait Miros Paya, Simaltin, il y a Véronique Filleul qui est là. Et donc, c'est vraiment un travail, une réflexion suite à ces travaux. Alors, mon plan est peut-être un petit peu ambitieux. Peut-être que je ne traiterai pas de tous ces points-là, mais je voulais revenir, bien sûr, ma formation de psychologue du développement m'oblige à vous parler un peu de développement cognitif et langagier du bilingue, même si ce sont des choses que vous connaissez bien, je pense, de là où vous venez, de bilittératie et des effets de transfert interlangue. Revenir un peu sur nos travaux qui avaient été réalisés sur l'impact de dispositifs pédagogiques qui valorisent les langues d'origine et d'autres travaux, puisque cette question des langues, bien sûr, ne concerne pas que les outre-mer, notamment les travaux que j'ai pu réaliser en Afrique et en Haïti. Et puis, au fil de mes travaux, j'ai bien pris conscience de plus en plus que l'incontournable, c'est le travail avec les familles. Et c'est pas le plus facile. Je me suis orientée aussi pas mal sur les pratiques linguistiques familiales. Et maintenant, alors je travaille à Nantes, il y a eu le Covid, on ne pouvait plus trop bouger, etc. Donc je travaille sur maintenant des enfants en situation de migrants, donc de migrants en devenir, donc ce sont une autre population. Mais donc je ne vous en parlerai pas, mais je vous parlerai de deux perspectives de recherche. Alors ce sont vraiment des premiers résultats, voire même des méthodologies en cours, sur la question du bien-être, alors plus particulièrement de la satisfaction de vie chez les enfants bilingues, alors en France, métropolitaine, et aussi la créativité, toutes les deux étant les compétences qui ont été déclarées comme les compétences à développer dans la formation du XXIe siècle, notamment à l'UNESCO. Donc, revenons sur le développement cognitif et langagier du bilingue. Je pense qu'on est tous d'accord dans cette salle pour dire que il n'y a que des avantages du bilinguisme sur le développement cognitif. On est plutôt dans cette perspective-là depuis, on va dire, 70 ans. La recherche internationale nous a montré que les bilingues, par rapport aux monolingues, montraient une supériorité dans un certain nombre de tâches cognitives, des tâches cognitives, par exemple dans la créativité, dans la mémoire, dans la conscience phonologique, et je vais m'arrêter sur les fonctions exécutives qui sont vraiment impliquées dans les apprentissages. Un élève qui apprend doit apprendre, et qui parle plusieurs langues aussi, doit apprendre à inhiber la deuxième langue qui n'est pas sollicitée dans la situation d'interlocution. Il doit faire preuve de flexibilité dans les apprentissages, il doit faire preuve, mettre en place la mémoire du travail, l'attention, etc. Donc ces fonctions exécutives qui ont été particulièrement bien étudié chez les bilingues et qui a fait preuve. On a eu beaucoup de publications là-dessus. Alors, je vous donne la référence de Louis et collaborateurs qui nous dit, oui, mais attention, eux, ils ont regardé des conférences, dans des colloques, comme celui-ci, portant sur les bilingues, le bilinguisme et les fonctions exécutives, et ils ont regardé, en fait, les résumés de ces colloques. Il y en avait 169 colloques entre 2009 et 2012, et ils ont regardé les résumés, et ils ont vu que, il y a des chercheurs qui montraient qu'il n'y avait pas d'effet, d'autres des effets neutres, et d'autres des effets positifs. Et puis ensuite, ils ont regardé, donc l'idée de regarder ce qui était publié dans les revues scientifiques. Et bien sûr, la large majorité des revues publiaient des résultats positifs en faveur du bilinguisme. Donc, ce n'est pas encore très clair. Il y a encore
pas de consensus, par exemple, sur la mémoire du travail, sur l'avantage du bilinguisme. Donc, ça demande encore plus de travaux. Et pour ma part, je pense qu'une des questions, enfin, des explications de ce manque de consensus, c'est tout simplement, on n'est pas toujours dans ces travaux quand on regarde sur des profils équivalents. Il n'y a pas un profil bilingue, des profils bilingues. Et quand on croise ne serait-ce que 4 variables qui pourraient définir le bilingue, selon les compétences qu'il a acquises dans une langue, selon son âge d'acquisition ou selon le statut de la langue dans la société, ou encore son appartenance, son sentiment d'appartenance à la culture ou deux cultures en présence. Vous voyez déjà que quand on croise déjà cela, on a des profils très différents de bilingues, ça renvoie à des profils très différents, avec un continuum, c'est-à-dire on n'est pas complètement bilingue équilibré, et puis versus bilingue dominant, on va devenir progressivement, par exemple, le bilingue dominant. Et donc la recherche scientifique qui montre des avantages a tendance à plutôt comparer des bilingues précoces simultanés, donc qui ont appris en même temps depuis la naissance les deux langues, et les bilingues consécutifs, séquentiels, qui ont appris la langue seconde après avoir appris la langue première, donc à partir de 3 ans. On a très peu, par exemple, de résultats dans la recherche scientifique sur les bilingues dits en situation de bilinguisme additif versus bilinguisme soustractif. Il y a un petit peu de recherche, mais beaucoup moins. Et donc, ça pose question par rapport à ces résultats. Alors, on a ces résultats quand on compare les bilingues consécutifs et bilingues simultanés. Alors, ce qu'on sait, bien sûr, c'est qu'il y a un pari bilingue, et pendant très longtemps, on a accusé le bilingue de mélanger les langues, de l'excuser tout, etc. Alors que maintenant, c'est bien sûr reconnu que quand un bilingue parle, ces 2 langues sont actives, même si il ne parle qu'une seule langue face à un monolingue. Et on sait aussi que ces interférences qui peuvent arriver à tout niveau, phonologique, lexical, sémantique, syntaxique, même quand il s'adresse à un monolingue, eh bien, sont dans le parler normal du bilingue. Alors on sait aussi que quand un bilingue s'adresse à un monolingue, donc il sait qu'il ne comprend pas une des 2 langues, eh bien, il va avoir un taux de vigilance particulièrement élevé, et donc il va faire un peu moins de mélange de langues. Mais s'il s'adresse à un bilingue qui parle les 2 langues qu'il parle également, eh bien son seuil d'attention va diminuer et il va y avoir un peu plus de mélange de langues. Et vous voyez que le fait d'être toujours dans ces phénomènes d'inhibition d'une langue par rapport à l'autre, ça donne cette fameuse flexibilité cognitive qui sont mobilisées dans les fonctions exécutives. Alors, dans le développement du bilinguisme, on a des données au niveau de la prosodie, de la phonologie. On sait, et là, aussi bien chez le monolingue que le bilingue, que les langues de l'environnement ou la langue de l'environnement va influencer très tôt l'organisation perceptive et la phonation de l'enfant. Et ceci, qu'il soit monolingue et bilingue, tous les travaux le montrent. On sait que dès la naissance, avec tous ces paradigmes qui existent chez le bébé, notamment le paradigme d'habituation, on sait que les nouveau-nés ont une préférence pour la langue maternelle ou pour ces langues de socialisation. Ils ont aussi une sensibilité aux différences rythmiques entre les langues. Et en production, on sait également que potentiellement un bébé peut produire des sons qui n'appartiennent pas à ces langues ou à sa langue de l'environnement. Et puis comme notre cerveau est bien fait, il marche à l'économie, vers 6 mois, avec le babillage, eh bien, il va sélectionner les sons qui sont pertinents, les phonèmes qui sont pertinents pour ces langues. Et eh bien, on va avoir une richesse en phonèmes qui va diminuer. On sait aussi que vers 18 à 36 mois, les premiers signes d'adaptation du bébé bilingue, il va moduler, on va dire, ses productions sonores par rapport à son interlocuteur, alors si c'est un monolingue versus un bilingue. Pour ce qui est du vocabulaire, là aussi, on sait qu'il y a une très grande variabilité, mais encore une fois,
chez le monolingue comme chez le bilingue. Variabilité due à des caractéristiques individuelles des enfants, le sexe, on sait que les petites filles sont plus à l'aise avec le langage et le vocabulaire que les petits garçons, le rang dans la fratrie, ça rentre aussi, le tempérament de l'enfant, mais aussi les caractéristiques propres aux pratiques familiales, par exemple, tout ce qui est pratique autour du livre, de la lecture, de raconter des histoires le soir chez tout petit, eh bien on sait que ça peut avoir un effet très tôt sur l'âge d'apparition des premiers mots, mais aussi le rythme du développement du vocabulaire. Chez le bilingue, ce qui est démontré, et c'est là qu'on retrouve la différence entre le bilinguisme simultané et consécutif, c'est que l'âge d'exposition va effectivement avoir un effet sur le développement du vocabulaire, le degré d'exposition aux langues également, mais dans les deux langues, même s'il y en a une qui est dans le cas du bilinguisme consécutif qui est apprise un peu après l'autre langue, eh bien le vocabulaire va se développer avec le même rythme dans ces deux langues. Mais ce qui est démontré, notamment par les travaux d'Hélène Bialystok, c'est que le stock de vocabulaire de l'enfant bilingue dans chacune des deux langues est souvent plus limité que celui d'un monolingue. Quand on leur propose des tâches de vocabulaire, que ce soit des tâches de décision lexicale, on montre une image, il faut dire ce que c'est, ou choisir entre des images, etc., des tâches de fluence verbale, on sent que les bilingues font plus d'erreurs et sont plus lents à répondre à ces tâches. Ils ont plus de phénomènes de chercher les mots, donc le tip of the tongue, y compris dans leur langue dominante. Alors Bialystok, elle nous montre dans une étude qui date un petit peu maintenant, auprès d'un nombre très important d'enfants de 3 à 10 ans, dont certains étaient monolingues et d'autres anglophones, et d'autres bilingues, anglais et une autre langue. Donc avec une tâche qui est assez utilisée dans la recherche internationale, le Peabody, de vocabulaire en réception. On montre une planche avec 4 images. On lui dit « montre-moi la poupée », l'enfant doit montrer. Bien sûr, il y a 170 planches de cette façon. Eh bien, elle montre que, sur cette étude d'enfants de 3 à 10 ans, que les élèves monolingues sont toujours significativement au-dessus, en termes de stock de mots, que les élèves bilingues que vous voyez en pointillé sur ce graphique. Elle le montre. Alors, comment l'explique-t-on ? Probablement, on n'est pas trop d'accord, il n'y a pas encore de consensus là-dessus, mais probablement parce que l'élève bilingue, il doit partager son temps d'apprentissage d'une langue sur deux langues. Donc, déjà, il doit partager ce temps. On sait que l'âge de 3 ans est très important, c'est l'âge vraiment important de l'acquisition du vocabulaire, même si on va développer son vocabulaire toute notre vie, c'est un âge clé. Et souvent, selon le contexte où il est, si c'est la langue de l'école, il va développer un peu plus, renforcer plus les mots de l'école. Et puis, si c'est la langue de la famille, qui est autre que la langue de l'école, il va plus renforcer ses mots. Et puis, on sait aussi que être bilingue, ça demande un traitement exigeant en fait pour accéder aux mots de chaque langue. Et donc, ce traitement peut prendre du temps pour que l'enfant trouve le mot, apprenne à inhiber la langue pour retrouver son mot. Donc ça, c'est ce qui peut expliquer des temps de latence plus importants dans des tâches de décision lexicale. Alors, pour ce qui est de la syntaxe et de la morphosyntaxe, on sait que quel que soit le bilingue, le monolingue, tous les enfants développent des connaissances implicites sur la grammaire. À 3 ans, un enfant parle correctement sans avoir une connaissance explicite de l'ordre des mots dans la phrase, ou des flexions morphologiques, les conjugaisons, etc. Souvent, le premier mot, c'est la première phrase, c'est l'étape holophrastique dans le développement du langage. Et on sait que c'est vers la 2e année que l'enfant va commencer à combiner. Donc déjà, au début, combiner un mot, un geste ou une intonation, puis ensuite combiner les mots entre eux pour arriver ensuite à développer des phrases, introduire des marques grammaticales et des flexions, etc.
Chez le bilingue, on aurait le même cheminement dans les deux langues de l'acquisition des règles morphosyntaxiques, et ceci que l'acquisition soit faite en simultané ou en consécutif. Dans le cas bien sûr du bilinguisme consécutif, il y aurait une sorte de une lenteur, un petit retard dans le temps dans l'acquisition des règles morphosyntaxiques de la deuxième langue, et ceci avec beaucoup de différences interindividuelles. Alors, un mot quand même sur la conscience métalinguistique, puisque j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Là, concernant la conscience métalinguistique, cette capacité à pouvoir utiliser le langage comme objet de pensée et de faire des tâches de contrôle, de planification, de manipulation de la langue, consciemment, délibérément, eh bien, on a un consensus très fort que pour apprendre à lire et à écrire, l'enfant doit développer une conscience métalinguistique, notamment métaphonologique, la conscience phonologique pour pouvoir associer dans nos langues alphabétiques un graphème à un phonème, etc. Donc ça, c'est un consensus très fort. Et il n'y a pas de consensus concernant l'avantage du bilingue par rapport au développement de la conscience métalinguistique. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'avantage, ce sont ceux qui travaillent surtout sur les bilingues consécutifs et qui disent qu'ils ne sont pas suffisamment exposés à la deuxième langue pour pouvoir développer suffisamment de compétences dans cette langue-là pour arriver à un niveau métalinguistique de cette langue. Et puis, ceux qui sont du côté des avantages nous disent un bilingue, du fait qu'il soit en exposition sur plusieurs langues, il va développer une conscience des caractéristiques abstraites de la langue, la conscience de ses propres processus d'apprentissage, un contrôle et une distribution de ses ressources attentionnelles, il doit switcher, une représentation symbolique et abstraite plus importante, des capacités de résolution de problèmes, et toutes ces capacités cognitives, c'est justement ce qui est mobilisé dans les capacités métalinguistiques, et comme elles sont elles-mêmes liées à la maîtrise de l'écrit, on a un avantage par transfert interlangue. Alors justement, ces effets de transfert interlangue ont été énormément étudiés. Le fait de passer par une langue qui faciliterait l'apprentissage de l'autre langue et ces effets de transfert existent. Alors je vais quand même passer par la bilittératie pour vous parler de la bilittératie. C'est vrai que quand un enfant apprend à lire, à écrire, il est face à des contraintes, cet enfant. Déjà, il y a la contrainte socio-linguistique. Il n'est pas toujours dans des conditions où la langue notamment première est suffisamment valorisée pour faire l'effort d'apprendre à lire et à écrire dans cette langue. Donc la balance des langues peut jouer déjà sur sa motivation à apprendre la langue à l'écrit. Il peut y avoir une autre contrainte, c'est que selon les langues, on peut avoir une distance très forte entre deux langues à l'oral. Quand on est français, apprendre l'espagnol, c'est un peu plus facile que quand on est français, qu'on doit apprendre, qu'on parle le français, qu'on doit apprendre le tahitien pour les métropolitains. Donc la distance linguistique des langues peut être importante, et il y a des travaux qui montrent que cette distance peut jouer sur l'acquisition de l'écrit. On a aussi les différents systèmes d'écriture. Si on prend les trois principaux cités, l'écriture alphabétique, l'écriture syllabique et l'écriture logographique, pour faire plus simple, et bien aussi, quand on est chinois et qu'on a appris le mandarin, apprendre le français qui est une langue alphabétique, là, on a encore des contraintes supérieures. On peut avoir différents alphabets, même dans des langues alphabétiques. Et puis, on peut avoir aussi un phénomène important, c'est l'opacité à l'écrit. Il y a des langues qui sont plus ou moins transparentes à l'écrit. Le tahitien, c'est 19 phonèmes à peu près pour 19 graphèmes. Le français, 36 phonèmes pour 130 graphèmes. Donc, c'est beaucoup plus opaque d'apprendre à écrire et à lire quand on est en français. Et puis l'anglais, 44 phonèmes pour plus de 1100 graphèmes. C'est ce qui montre l'opacité d'une langue. Donc,
l'opacité d'une langue, de l'orthographe d'une langue, peut bien sûr jouer sur l'apprentissage de la lecture. Eh bien, malgré toutes ces contraintes, les enfants arrivent à apprendre à lire, à écrire dans deux langues. On l'a démontré dans la recherche internationale, on a pu le démontrer en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et en Guyane. Les enfants surmontent ces contraintes. Quand on est surtout dans des langues qui ont le même système alphabétique, apprendre à lire dans deux langues, ce serait l'équivalent d'apprendre à lire dans une seule langue. On a les mêmes variables, les mêmes processus qui rentrent en jeu, les mêmes mécanismes de lecture qui rentrent en jeu. C'est permis parce qu'on peut jouer sur le transfert interlangue, justement, c'est-à-dire le fait que quand on développe la conscience phonologique dans une langue, c'est le travail est fait aussi pour l'autre langue, une autre langue. Ça a été démontré notamment entre le français et l'anglais, l'espagnol et l'anglais. Donc, développer la conscience phonologique en anglais, le travail est fait pour... après, il faudra travailler, bien sûr, sur des phonèmes différents, mais une part du travail est fait. Je le dis parce que, à un moment donné, quand on mettait en place l'enseignement en langue, on me disait, oui, il faut tout recommencer. On était en tahitien ou en kanak, il fallait tout recommencer en français. Le travail est déjà bien entamé en ayant travaillé sur les langues kanak, le tulu par exemple, et le tahitien. On a des liens de même nature avec les capacités métamorphosyntaxiques. Il y a des travaux qui montrent que quand on développe la conscience métasyntaxique dans une langue, ça se transfère dans la conscience métasyntaxique de l'autre langue. Ça a été fait en français et en allemand. Ça a été fait pour le malais et l'anglais, notamment dans le travail de Zhang et collaborateurs. Des effets de transfert aussi existent quand on travaille sur la conscience phonologique d'une langue, dans l'apprentissage de la lecture de l'autre langue, cette fois-ci de l'oral vers l'écrit. Donc le fait de travailler par exemple une langue, la conscience phonologique d'une langue, se transfère dans l'apprentissage de l'identification du mot écrit ou de l'orthographe d'une autre langue. Idem, transfert interlangue entre la conscience morphologique mesurée en langue première et la lecture mesurée en langue seconde. Et enfin, quand on apprend à lire dans une langue, notamment à orthographe transparent, il y a un lien presque univoque entre les graphèmes et les phonèmes, ça facilite, ça a été largement démontré, l'acquisition d'une langue à orthographe opaque. Donc c'est à mon sens un argument très fort, notamment avec les langues que nous avons étudiées, c'est que c'est en passant par la langue première souvent de l'enfant qui a un système d'écriture alphabétique plus transparent que le français, on va aussi faciliter l'acquisition du français à l'écrit. Alors, ça m'amène justement au dispositif pédagogique qui valorise les langues locales, les langues d'origine, alors qu'ils soient des programmes de transition ou des programmes bilingues à parité horaire ou des programmes avec quelques heures introduites à l'école ou des programmes par immersion. On a des travaux à l'international qui montrent l'impact positif. Alors, je parle du cognitif, mais aussi sur des aspects conatifs, l'espérance de réussite, l'estime de soi, etc. On a des travaux là-dessus. Comparativement peu de travaux en France et dans les collectivités françaises d'outre-mer. Et donc, à l'époque, il y a plus de 20 ans, avec les collègues, on a démarré des travaux sur ce point-là, où il s'agissait d'analyser l'impact de dispositifs pédagogiques bilingues sur le développement langagier et d'étudier les effets de transfert interlangue, langue d'origine, vers la langue d'enseignement, le français. Alors, on a travaillé dans des contextes diglossiques. Alors, c'est un terme qui ne fait pas toujours consensus. Alors, j'ai pris un autre terme transglossique. Comme ça, je ne mets personne à dos. Mais je sais qu'il n'est pas toujours bien accepté. Dans des pays où il y a une grande diversité linguistique, alors... Pour la petite histoire, l'éditeur n'a pas voulu que je mette plurilinguisme sur mon titre de livre. Il m'a dit personne ne comprendra. Il m'a interdit, donc j'ai mis bilinguisme avec un S. Mais c'est vrai, dans ce cas-là, on travaillait avec des plurilingues, mais on regardait
langue par langue, deux langues par deux langues. Hein. Mais bien sûr dans des situations de grande diversité linguistique. Avec le français, le point commun, le français comme langue de scolarisation, souvent même en Afrique, hein, dans des pays où il y a le poids de l'histoire coloniale très fort et très récent, hein, sur les parents, les grands-parents, bien sûr. Et puis, avec cette fameuse interdiction de parler les langues locales qui a été relevée très récemment, hein, dans les années 70. Et avec certains pays où on avait déjà une expérience récente de l'enseignement bilingue, et puis d'autres qu'on démarrait, hein, l'enseignement bilingue, alors bilingue, soit par parité horaire ou soit en introduisant 5 heures, par exemple, de langue et culture d'origine à l'école. Alors, l'argument qui justifiait aussi les effets de transfert interlangue, c'est que dans les langues, alors on a étudié à travers tous les dispositifs une quinzaine de langues, hein, et toutes ces langues avaient pour point commun avec le français, qui était la langue de l'école, d'être dotées d'un système d'écriture alphabétique, d'avoir des graphèmes et des phonèmes communs, donc on avait déjà un terrain commun, et puis avait surtout la grande différence par rapport au français, c'est d'être des langues transparentes, hein, qui avaient un système d'écriture relativement transparent, alors que le français présentait un système d'écriture relativement opaque. Alors, donc oui, des effets du bilinguisme, et on s'inscrit un petit peu sur... on était convaincus que les effets du bilinguisme ne pouvaient être que positifs, oui, mais sous 3 conditions. D'une part, que ces langues soient valorisées dans la famille et dans l'école, et à l'école, par l'école et par la société de manière générale, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans et peut-être encore pas le cas encore aujourd'hui, il y a encore du travail à faire, que les langues locales soient suffisamment pratiquées par ces enfants. Certains enfants que nous avons rencontrés étaient francophones, d'autres étaient non francophones, mais pour ces enfants francophones, que la langue locale soit suffisamment pratiquée pour que l'enfant atteigne un niveau de compétence dans cette langue qui lui permette justement ce que Jim Cummings appelle l'hypothèse de l'interdépendance développementale et du double seuil de compétence langagière, c'est de permettre ces effets de transfert interlangue. Et un pari, c'était de se dire, il y a une activité scolaire qui permet ces effets de transfert interlangue, c'est lorsqu'on apprend à lire et à écrire, puisque c'est dans cette activité-là, particulièrement, qu'on va développer des capacités métalinguistiques qui permettent ces effets de transfert interlangue. Conditions pas toujours remplies, hein, ces 3 conditions pas toujours remplies dans les pays, les dispositifs que nous avons rencontrés. Alors, on a utilisé on a donc évalué des dispositifs où on introduisait, où on développait, où on renforçait les langues locales d'origine des enfants à l'école, toujours avec une approche pluridisciplinaire, avec aussi une approche avec des sociolinguistes, Véronique, dans là, il y avait aussi Sophie Albi pour la Guyane, on avait des sociolinguistes en Afrique, etc. Et puis une approche un peu plus psycholinguiste et linguiste, donc avec Jacques Bernardon pour l'approche aussi linguistique, et avec un cadre théorique assez précis. Pour ce qui est de ma démarche, hein, j'ai une démarche hypothético-déductive, avec une démarche quantitative. Il y avait la démarche qualitative avec nos collègues sociolinguistes, donc on a essayé d'avoir les 2 démarches dans l'évaluation de ces dispositifs. Et dans la démarche quantitative, une des conditions, c'est de pouvoir généraliser des résultats. La validation de la preuve passe par un nombre important de participants, dans des effectifs importants d'élèves pour faire cette validation de la preuve. Avec aussi la comparaison entre des élèves qui participaient à ces classes expérimentales à l'époque, et puis que l'on comparait à des élèves témoins en contrôle qui n'y participaient pas, mais bien sûr on faisait attention de contrôler que les 2 groupes, expérimental et contrôle,
remplissait des critères communs comme le sexe, l'âge moyen, le QI, les facteurs sociodémographiques, les langues parlées à la maison avec une grande variabilité, mais variabilité identique dans le groupe expérimental et groupe contrôle, la pratique autour du livre, etc. etc. Protocole toujours longitudinal, donc c'était lourd hein, parce qu'on devait suivre des enfants sur plusieurs années. Le plus long qu'on ait suivi, c'est 5 ans. Les mêmes enfants pendant 5 ans dans les dispositifs. Avec cette idée d'utiliser dans la démarche psycholinguistique des outils d'évaluation du langage, alors avec des évaluations bilingues, mais créer des outils en langue locale grâce aux locuteurs, aux chercheurs, linguistes, etc. Que l'on a validé d'un point de vue psychométrique, oh là là, et en utilisant des mesures variées, on a utilisé une évaluation bilingue, contextualiser, des outils contextualisés, je pense que c'est moi à la mode là, j'utilise, ou déjà disponibles en langue 1, puisque en Afrique par exemple, il y a des batteries d'évaluation en langue 1 qui existent. Et puis surtout, comme l'évaluation était réalisée par des non-professionnels de l'évaluation, il fallait que ce soit aussi des protocoles réalistes, réalisables et utilisables pour des non-professionnels. Alors, les premiers travaux, on a évalué 7 dispositifs en tout. Les premiers travaux ont commencé en Nouvelle-Calédonie, à l'époque où on introduisait à l'école 5 heures de manière expérimentale, 5 heures de langue et culture polynésienne, et puis aussi très vite avec la Polynésie française, où on passait des 2h40 et on expérimentait les 5 heures hebdomadaires à l'école maternelle. À l'époque, les programmes ne prévoyaient pas d'apprendre à lire et écrire aux enfants en polynésien ou en djiou, ce n'était pas encore dans les clous. Et donc, les premiers résultats, on a bien montré que les enfants francophones, d'origine, de langue d'origine djiou et tahitienne, mais qui parlaient plus le français, eh bien, un gain important au niveau des langues locales, sans effets négatifs sur le français, parce qu'encore, on leur a enlevé 5 heures de français, il ne fallait pas qu'ils se commandent bon au français, il fallait démontrer que ça marchait, mais on n'a pas montré d'effet de transfert interlangue. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, peut-être qu'il faudrait travailler un peu plus sur les capacités métalinguistiques, apprendre à lire et écrire en langue locale. Et ça a été le grand pari d'École Pomme, ce programme piloté donc, cette fois-ci sur 3 collectivités, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, avec plein de partenaires. Vous voyez, on avait vraiment beaucoup de partenaires. Et c'est la première fois qu'on a pu montrer des effets interlangues, notamment en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, sur les résultats. Le fait d'apprendre à parler la langue d'origine eh bien, facilitait l'acquisition de la lecture-écriture en français. On a poursuivi, donc encouragé par ces premiers résultats en Polynésie, on a poursuivi avec Jacques Rospagnol sur le soutien de l'éducation, du ministère de l'Éducation, du gouvernement, et puis l'apport très fort d'Ernest Marshall. Nous avons continué. C'est là que nous avons pu continuer à évaluer les enfants qu'on avait vus avec École Pomme, et là jusqu'au CM2, réalisant une étude longitudinale de 5 ans sur les mêmes enfants. Et là, on a montré vraiment que ces liens étaient très forts, perduraient. On a continué, on a été avec mes collègues sollicités par Haïti pour des vraies préoccupations de même ordre, mais dans le préscolaire et au CP, on a également montré, idem avec Élan Afrique, qui est un dispositif porté par l'OIF, la francophonie, l'agence universitaire de la francophonie et bien d'autres partenaires, l'AFC, etc. Nous avons poursuivi, cette fois-ci avec des classes bilingues à parité horaire, où on apprenait à lire et écrire dans les 2 langues, plutôt focalisé sur la grande section du CP, dans 8 pays d'Afrique subsaharienne francophone, à chaque fois une langue, et nous avons montré aussi qu'il y avait des effets de transfert interlangue en passant par la langue locale. Donc, effet positif, à la fois sur les langues d'origine,
Voilà, effet positif, aucun effet sur le français, parce que c'était aussi, on nous demandait, hein, il ne fallait surtout pas que les enfants perdent en français, donc c'était une injonction, hein, qu'on démontre aussi qu'il n'y avait pas d'effet négatif sur le français. Des effets de transfert interlangue, à partir du moment où les enfants apprenaient à lire et à écrire dans les deux langues, et ceci, quel que soit, malgré, on va dire, malgré la grande différence linguistique entre le français et les langues locales ciblées. On a pu donc confirmer les fameuses hypothèses du Kim-Cummings et les effets de transfert interlangue de Currer-Darcy. Alors, on avait aussi fait un travail sur les enseignants, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Je veux vraiment vous parler un petit peu des parents, puisque nous avions, notamment avec l'école Paul, interrogé les parents, et puis il y a eu les travaux des collègues en sociolinguistique aussi qui ont porté sur les parents. Nous avons pu montrer que à partir du moment où la langue était introduite à l'école, ça renforçait la pratique des langues d'origine à la maison. Et aussi les représentations des parents lorsque les enfants participaient à un dispositif pédagogique qui valorise ces langues. Donc l'importance de l'école dans la sensibilisation des familles quant à leur rôle dans le développement bilingue de leur enfant. Donc ça a été particulièrement montré aussi par les enquêtes notamment de Marie Salin ici en Polynésie. Du coup, ces pratiques linguistiques familiales, ça m'a quand même... Je me suis un peu spécialisée après dans ce domaine-là. On sait que tous les enfants ont besoin de communication, mais que les enfants deviennent surtout bilingues par nécessité. Si jamais ils n'ont pas besoin de la langue, ils ne deviendront pas bilingues, nous dit Bourgeon. Ce n'est pas parce qu'un enfant est socialisé dans un environnement bilingue qu'il va naturellement devenir bilingue, parler les deux langues. Et on sait aussi qu'il peut perdre aussi facilement sa langue 2 qu'il l'a acquise si celle-ci, elle ne répond pas à ses besoins. Hein, donc, d'où l'importance de la pratiquer. Et donc, les enfants apprennent bien sûr en premier lieu, avant d'arriver à l'école, et bien dans leur interaction avec les parents, les pratiques linguistiques parentales jouent bien sûr sur le choix des langues utilisées par les enfants, mais inversement, les choix de langue des enfants peuvent jouer sur les pratiques linguistiques familiales. Hein. Christine Hello nous dit bien qu'un enfant peut refuser de parler la langue première si elle n'est pas valorisée par les familles. Et à ce moment-là, les parents vont s'ajuster aussi à l'enfant. Ils vont ajuster leur choix langagier, voire même renoncer à la transmission de leur langue. Alors ces pratiques, ces stratégies linguistiques parentales ont été étudiées. Bien sûr, on sait qu'elles peuvent être inconscientes ou non délibérées, pardon, et elles peuvent être bien sûr conscientes et délibérées chez les parents. Et quand elles sont conscientes et délibérées, c'est un vrai casse-tête pour les parents, un vrai dilemme. Comment je parle, qui parle, à quelle fréquence, etc. On sait qu'il y a des stratégies parentales différentes. Les 4 stratégies primaires. Par exemple, le mélange des langues qui est la plus inconsciente et la plus non délibérée. Et puis, la stratégie une langue, un parent, le principe de Jean-Jacques Ramon, hein, chaque parent parle sa langue à l'enfant. La langue familiale versus la langue de l'environnement social. Donc, en famille, on va parler la langue familiale et on laisse à l'école parler, l'enfant apprendra la langue 2 à l'école. Et puis, aussi la stratégie, on va introduire successivement les deux langues. Alors, quelquefois, c'est la première, après la deuxième, ou des fois, c'est la deuxième, la langue 2, et puis la langue 1. Alors, la question, c'est de savoir, mais quelle serait la stratégie parentale la plus efficace? Et là, il y a des travaux assez intéressants de Annie Dauber, qui en Belgique, donc un petit clin d'œil à la Belgique, notamment dans la région des Flandres, qui a travaillé sur un questionnaire très large avec les familles. Alors, où il y avait au moins un des parents qui parlait une autre langue que la langue majoritaire, la langue majoritaire étant en région de Flandre le néerlandais. Et puis, il devait y avoir un des 2 parents qui parlait au moins une des langues minoritaires que vous voyez apparaître sur les. Donc, elle fait une enquête très large, très forte, hein, presque 1900 familles sont interrogées, 3677 parents, 4556 enfants. Les enfants ont entre 6 et 10 ans.
avec cette condition qu'un des parents parle au moins la langue minoritaire. Et donc, qu'est-ce qu'elle observe déjà dans cette enquête, c'est que les enfants et les parents n'utilisent pas forcément les langues de la même manière. Les enfants apprennent systématiquement à parler la langue majoritaire. Ça, tous les enfants interrogés, ils parlent la langue majoritaire, le néerlandais. Par contre, la pratique de la langue minoritaire, elle varie et elle est assez influencée par les choix langagiers des parents. Mais ce n'est pas parce que le parent parle la langue minoritaire que l'enfant va la parler, va l'utiliser. Donc, ce qu'elle a comme idée, c'est qu'elle va croiser les langues parlées par les parents, les inputs linguistiques parentales. C'est-à-dire, au premier cas, les deux parents parlent la langue minoritaire. Dans un deuxième cas, les deux parents parlent la langue minoritaire, mais un des parents parle aussi la langue majoritaire. Dans le troisième cas, les deux parents parlent la langue minoritaire et la langue majoritaire. Mélange de langues, on pourrait caricaturer comme ça. Quatrième cas, là c'est un parent une langue, minoritaire et majoritaire, c'est ce modèle. Et puis dans le dernier cas, la langue majoritaire est très présente et un des parents parle un peu la langue minoritaire. Et en fait, elle regarde quelles sont les langues parlées par les enfants et elle montre que lorsque la langue minoritaire est le plus parlée à la maison, l'enfant a plus de chances de devenir bilingue. Quand on est sur 97% ou 93% la proportion d'enfants utilisant les deux langues, lorsque la langue minoritaire est le plus utilisée à la maison, vous voyez que un parent une langue, ce n'est pas la stratégie la plus efficace, ça le démontre. D'ailleurs, elle n'a jamais été évaluée, cette stratégie, qui est souvent la stratégie qui est préconisée aux familles bilingues. Elle marche, 73%, mais moins fortement que le maintien des langues à la maison, les minoritaires, et puis 34% quand c'est largement la langue majoritaire qui est parlée. Donc du coup, la pression exercée selon De Hoover sur les parents ne parlant pas la langue de l'école pour les inciter à parler la langue de la maison semble contre-productive. Si on regarde ces résultats, les enfants qui n'ont pas la langue de l'école comme input à la maison peuvent tirer profit des programmes pédagogiques conçus pour combler ce manque d'exposition à la langue. Et donc, Annick De Hoover, elle a introduit une autre notion qui me semble assez nouvelle, un autre profil d'enfants, c'est les enfants qui développent un bilinguisme harmonieux versus les enfants qui développent un bilinguisme désharmonieux. Ce serait quoi ce bilinguisme harmonieux? C'est le fait que l'enfant apprenne les deux langues sans tension dans les familles, sans pression, sans conflit autour des langues, sans que ça se pose la question, contrairement au bilinguisme disharmonieux où les enfants apprennent, mais quelquefois ça rentre en conflit parce qu'ils ne veulent pas parler la langue des parents, etc. etc. Alors, ce bilinguisme harmonieux, moi je le rapproche au bien-être des enfants, qui sont justement les perspectives c'est plus que des perspectives, puisqu'on travaille dessus avec mes doctorants, mais ce sont des compétences à développer pour le XXIe siècle, selon les principes directeurs de l'apprentissage du XXIe siècle de l'UNESCO 2014. Alors, la satisfaction de vie, c'est vraiment c'est autour du bien-être perçu. On est bien sûr du perçu, c'est-à-dire pas le bien-être objectif, parce que c'est quoi le bien-être objectif? Ça va beaucoup d'argent, les enfants peuvent être très pauvres et être heureux, et inversement. Donc c'est le bien-être, comment ils le perçoivent. La satisfaction de vie globale, le bien-être socio-émotionnel, et donc c'est une préoccupation actuelle. Dans l'étude PISA maintenant, il y a des questions du bien-être. Il y a la grande enquête de Childrenworth et la France a participé, Séverine dernière était dedans également, où la France a participé pour la première fois, mais pas les Outre-mer, c'est la France métropolitaine, donc il y aurait des choses à dire, mais autour du bien-être des enfants à l'école. Et la France est mauvaise élève par rapport au bien-être des enfants à l'école à ce niveau-là. Et ce qui est démontré, c'est que la satisfaction de vie ou le bien-être serait associé à une satisfaction scolaire plus élevée et à une meilleure réussite scolaire. Et donc, pour moi, je fais le lien très fort avec le bilinguisme harmonieux de De Hoover. Et puis, la deuxième compétence qui me semble importante pour justement
aller au-delà des performances académiques qui sont attendues pour les enfants, c'est la créativité. On attend maintenant que les enfants, bien sûr, aient des compétences académiques, mais plus que ça. On demande à ce qu'ils sachent s'adapter aux nouvelles exigences de notre société, qu'ils soient créatifs. Pendant très longtemps, la créativité, c'était de l'artistique, c'était mal vu, c'était exotique dans les programmes. Et là, maintenant, la créativité est vraiment mise à l'honneur. C'est le moteur de l'innovation. C'est une composante impliquée dans la résolution de problèmes. Être créatif permet de mieux résoudre les problèmes et il y a des travaux qui montrent que c'est très lié aussi à la réussite scolaire. Alors, un petit coucou à mes étudiantes en doctorat. Donc, Camille Humon travaille justement chez des bilingues en métropole, donc c'est plutôt des bilingues issus de l'immigration, où elle a travaillé durant sa thèse qu'elle va soutenir, j'espère, l'année prochaine, où elle travaille, c'est un de ses points de recherche, parce qu'elle a plusieurs points, mais elle travaille sur la satisfaction de vie des enfants en contexte bilingue en France. Et en fait, elle les a... Alors, la satisfaction de vie, il a fallu créer des échelles de satisfaction de vie validées psychométriquement, qui mesurent bien ce qu'elles sont censées mesurer, ce qui n'est pas évident avec des jeunes enfants. C'est pas facile d'évaluer la satisfaction de vie d'enfants avant l'âge de 8 ans, parce que le subjectif, c'est à 5. Donc, il y a des échelles qui arrivent de plus en plus et qui sont utilisées. Donc, elle a utilisé la satisfaction de vie, une échelle de macro et collaborateurs. Elle a évalué cette satisfaction de vie, puis elle a regardé l'utilisation des langues à la maison, la pratique linguistique familiale, comment on pratiquait les langues à la maison, les compétences linguistiques en langue minoritaire et les compétences linguistiques en langue majoritaire. Et elle montre que finalement, ce n'est pas tant le niveau de langue qui prédit le plus, là ce sont des régressions multiples, mais qui prédisent le plus le niveau de satisfaction de vie des enfants, c'est l'utilisation des langues minoritaires qui prédit le plus la satisfaction. Et surtout, alors là, très fort prédicteur, ce sont les pratiques linguistiques familiales dans l'utilisation des langues minoritaires. Alors, pour la créativité, alors là, c'est vraiment en ébauche, c'est un début de thèse, mais en fait, vous voyez, dans ce graphique, on a des travaux qui ont vraiment mis des liens, établi des liens entre bilinguisme et fonctions exécutives. Il y a de la littérature, entre fonctions exécutives et créativité, entre créativité et pratique linguistique familiale, entre bilinguisme et pratique linguistique familiale. Et donc, l'idée de Anne-Pascale Crèvecoeur dans sa thèse, c'est d'évaluer alors auprès des élèves de CE2, CM1 et CM2, comment tout ça s'est relié dans un modèle plus général et est-ce que les pratiques linguistiques médiatisent les liens entre, par exemple, le bilinguisme et la créativité. Donc, on travaille avec les collègues belges qui ont mis en place sur tablette numérique, notamment, des tâches de créativité. Donc, je termine parce que je vois que je suis à 47 minutes, tu ne m'as pas arrêté. Donc, on sait qu'être bilingue et plurilingue, c'est une réalité liée à l'histoire à la mobilité des populations. Nos travaux antérieurs, avec, bien sûr en collaboration avec les collègues qui sont dans les universités localement, c'était de prouver l'intérêt de placer ces langues dans les programmes scolaires. Je pense qu'on a fait la démonstration. Ça ne pouvait apporter qu'un point positif. Les travaux à venir sont plutôt mes travaux à venir sont plutôt du côté des enjeux pour l'éducation et la formation du XXIe siècle, d'aider au développement des compétences tout au long de la vie, tout en favorisant l'épanouissement des personnes, le bien-être, et donc de reconnaître le potentiel des élèves bilingues et de favoriser leur bien-être. Merci beaucoup. Voici une petite biographie.